Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo avec non pas une mais deux visites ministérielles qui ont ponctué cette semaine d'actualité vendéenne. Lundi, Jacqueline Gourault a passé la journée dans le département. La ministre de la Cohésion des Territoires et des Relations avec les collectivités territoriales a découvert les aménagements post-Xynthia de la Faute-sur-Mer. Jacqueline Gourault a aussi abordé le projet de fusion avec la commune de l'Aiguillon-sur-Mer, une rencontre qui d'une manière générale a permis d'échanger avec les élus sur la manière de développer l'attractivité du territoire. J'ai été frappée d'ailleurs ici par la qualité de ce qui a été fait à la Faute dans cette renaturation de ce territoire absolument sobre, très naturel et on sent bien que, si vous voulez, les élus sont en adéquation avec ce territoire du Marais Poitevin aussi, qui est si riche en richesses naturelles et ornithologiques aussi, puisque c'est une réserve pour les oiseaux. Et puis ce vendredi, c'est Gabriel Attal qui s'est déplacé à son tour. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre est allé à la fois aux Herbiers pour visiter un abattoir qui a bénéficié de financement France Relance, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour parler des pollutions des océans ou encore à La Roche-sur-Yon pour échanger avec un propriétaire de discothèque. J'ai pu mesurer ce que France Relance changeait très concrètement en matière de conditions de travail pour les salariés, avec moins de charges lourdes à porter, moins de moments où il faut se baisser. En termes de bien-être animal, vous savez que c'est l'un de nos enjeux très forts, une de nos priorités. Il y avait un engagement du président de la République en 2017 à ce qu'un système de vidéosurveillance soit mis en place dans les abattoirs. À travers le plan France Relance, on accompagne les établissements pour qu'ils puissent s'en équiper. Et c'est donc le cas dans cet abattoir où j'ai pu mesurer, je le dis, une très grande exigence dans le respect des règles, le respect, encore une fois, de la condition animale. Et je veux vraiment saluer tout le travail qui est mené ici. Santé à présent, avec un retour cette semaine dans les locaux du centre de vaccination de Montaigu-Vendée. Une partie des personnes qui peuvent prétendre à la 3e dose du vaccin contre le Covid-19 ont commencé à se déplacer. Pour mémoire, ce sont les plus de 65 ans et les plus fragiles qui peuvent pour le moment y prétendre. Alexia Janet, Pierre Dalicieux. Une 3e dose qui commence à rencontrer son public. Pour le moment, tout le monde n'est pas encore éligible à la dose de rappel, mais les personnes concernées répondent présent, ici, à Montaigu-Vendée. Depuis 15 jours, il y a une augmentation croissante du nombre de personnes qui viennent se faire vacciner pour la dose de rappel. Peuvent venir se faire vacciner pour cette dose de rappel le public de plus de 65 ans, les professionnels de santé, les personnes ayant des risques de formes graves de Covid+. Cette dose de rappel est vécue pour certains comme un soulagement. Après l'injection, la vie peut continuer, presque comme avant. C'est en tout cas le souhait des habitants de cette commune rencontrée. Rassurés, parce qu'il fallait le faire. Donc, quand on a des problèmes de santé, il faut se protéger et protéger les autres aussi. Donc, moi, je tenais absolument à respecter le protocole. Parce qu'on nous le demande de le faire. Et puis bon, c'est pour sécuriser un petit peu l'avenir. Après, on a la grippe dans un mois, donc on ne va pas tout faire en même temps. Nous, on aime bien partager les choses. Alors, donc c'est pour ça qu'on est venu ce matin, de bonne heure et de bonne humeur. Une 3e dose qui, à l'image des premières injections, est observée de très près par l'équipe municipale. Pas question ici de repartir sur un confinement ou autres mesures restrictives. Depuis le début, on s'est mis vraiment en marche avec tous les collègues de Terre de Montaigu pour que ce centre de vaccination soit performant et qu'il puisse offrir à la population la possibilité de se vacciner. On a un enjeu évidemment que la vie continue avec tous ces aspects festifs, familiaux, etc. Mais aussi un enjeu économique pour que nos entreprises qui sont très importantes chez nous et en nombre puissent continuer à travailler. Et donc depuis le début, notre souhait, ça a été d'accompagner cette politique de vaccination ici sur Terre de Montaigu. Terre de Montaigu est l'un des territoires en France où le taux de vaccinés est le plus élevé et tout est mis en œuvre ici pour que cela le reste à l'avenir.
Autre vaccination, celle de la grippe. La campagne 2021 a commencé ce vendredi, une campagne avancée de 4 jours pour éviter tout risque de co-infection avec le Covid-19. Et contrairement à la 3e dose anti-Covid, tout le monde peut y prétendre dès maintenant. La nuance est que seules les personnes qui ont reçu un bon de vaccination pourront être financièrement prises en charge. Une opération de stickage a eu lieu en début de semaine aux herbiers. Stickage de la part des agriculteurs dans les rayons boucherie d'une grande surface au centre de leurs revendications et de leur vérification. L'origine des produits proposés par la grande distribution ainsi que les prix de vente rapportés aux coûts de production de la filière française. Les coûts de production de la filière porc français, eh bien c'est justement ce que la rédaction de TV Vendée a essayé de décrypter ces derniers jours. Direction l'élevage d'un agriculteur du Haut-Bocage qui a accepté de nous ouvrir cette semaine les portes de son exploitation. Alix Solanos. À la tête d'un élevage de 400 truies, produisant chaque année près de 12 000 cochons, David Guinaudot est aujourd'hui inquiet. Le prix d'équilibre du porc, situé autour d'1,50 € le kilo, ne cesse de baisser depuis quelques mois. Aujourd'hui, le prix au cadran, il est à 1,20 €. Et 1,20 €, actuellement, une majorité d'éleveurs, du coup, le cours est trop bas et ils perdent 35 € par cochon sorti. C'est-à-dire que depuis plusieurs mois, tous les cochons qui sortent, c'est du négatif dans leur trésorerie. Si le prix du porc chute depuis quelques mois, c'est à cause de la surabondance de l'offre sur le marché européen. Un pays comme la Chine, qui était importateur énormément depuis 2 ans, s'est retrouvé à fermer ses frontières pour importer la viande. Elle n'a plus besoin à l'autoconsommer. Et des pays comme l'Espagne, qui produisent à 207%, c'est-à-dire qu'ils ne consomment que la moitié de ce qu'ils produisent, doivent écouler leur viande quelque part. Donc ils la ramènent sur le marché européen. Et là, ça fait chuter les prix inévitablement. Un prix au kilo qui baisse et une envolée du prix des céréales, alimentation de base des animaux. De quoi déstabiliser toute la filière. En 3 mois, les céréales ont pris 37% d'augmentation. Le prix du porc en 4 mois a chuté de 20%. Donc c'est un effet ciseau et en fait, on ne peut rien faire face à ça. Un effet ciseau qui pourrait bien faire mettre la clé sous la porte à certains éleveurs. Pour David, il n'y a pas 36 solutions. Les consommateurs doivent prendre leurs responsabilités et acheter du porc français. S'ils mangeaient français, on arriverait, je pense, en France à vivre de notre métier. C'est-à-dire qu'on produit un tout petit peu plus que notre consommation, mais quasiment pas beaucoup plus. Donc si on n'avait pas la viande qui viendrait des autres pays, on arriverait à en vivre. Mais il faut accepter de payer son alimentation un peu plus cher pour au moins avoir une alimentation qui est donc de qualité, avec un environnement qui est respecté et un bien-être animal respecté. Pour l'instant, David et ses associés ont assez de trésorerie pour encaisser la baisse du prix de leurs cochons. Mais si la crise devait durer au-delà de 6 mois, son entreprise et toute la filière de production française pourraient en être durablement impactées. Quelques images de l'arrivée du 4e opérateur national pour la fibre en Vendée. Bouygues Télécom rejoint ainsi Orange, SFR et Free. Le département se donne pour objectif d'avoir déployé la fibre sur l'intégralité du territoire en décembre 2023. 80% du chantier serait à ce jour déjà réalisé. Un autre chiffre, 500, c'est le nombre de mères qui ont été physiquement agressées en France l'année dernière. Des agressions qui se répandent dans un secteur où il y a de plus en plus de mal à trouver des prétendants au mandat, surtout dans les plus petites communes. La gendarmerie propose donc des formations aux élus pour anticiper ces situations. En Vendée, 130 maires s'y sont inscrits. Alexia Janet a assisté à l'une des rencontres. Il aboie toute la nuit, et je pense même que mon voisin fait exprès de faire aboyer son chien. Si les esprits semblent s'échauffer, il s'agit en réalité d'une mise en situation. Pour cet élu, l'objectif est de calmer l'habitant en colère. On va aller dans un endroit beaucoup plus calme. Si la plupart de ces élus ont déjà vécu ce genre de conflit, il est souvent compliqué pour eux de savoir comment agir dans ces moments-là. C'est toujours bien d'avoir un petit rappel comme ça. Moi, je suis sur mon 3e mandat de maire et honnêtement, ça m'a fait beaucoup de bien de revoir des situations auxquelles on est confronté. Ils nous donnent des clés, ça nous fait un peu comme une boîte à outils. Vous voyez, c'est cette impression que j'ai, moi, après cette réunion. Et avec des situations où, quelquefois, on peut se mettre en danger sans le vouloir. Dans cette boîte à outils, des astuces et conseils pour éviter aux élus d'être victimes d'insultes ou encore d'agressions physiques. Et pour réussir à désamorcer une situation tendue, il existe quelques étapes à respecter.
à savoir identifier lorsqu'un groupe de personnes vient à la rencontre des élus et avec des intentions un peu vindicatives, à ce que les élus réussissent à identifier une personne, un meneur, ou du moins un intermédiaire qui leur servira pour le contact. Ensuite, également d'isoler, parce que bien souvent, on se rend compte que les élus peuvent être victimes de ce genre de comportement à l'extérieur, en milieu ouvert. Et enfin, bien sûr, et là on rentre dans la communication pure, c'est d'écouter et de réussir à piocher dans le discours des personnes avec qui elles s'entretiennent les éléments clés pour adapter et apporter au mieux une solution à la problématique qui leur est exposée. J'espère que j'aurai trouvé la solution d'ici demain matin. En France, en 2020, on compte plus de 1200 agressions physiques ou verbales sur des élus. À l'origine de ces conflits, des situations parfois anodines. Les incivilités de voisinage, le chien qui aboie, les gens du voyage qui passent et qui ne sont pas toujours bien perçus. Ça peut être aussi des questions d'urbanisme, tout ce que peut rencontrer un maire au jour du jour, des parents qui ne sont pas contents pour la gestion de l'école, la gestion de la cantine, la gestion de l'accueil de loisirs. Vous savez, je crois qu'on a multiples exemples, malheureusement, pour aider justement à gérer pacifiquement toutes les situations que nous pouvons rencontrer. Au total, ils sont 130 élus à avoir répondu présent pour cette formation. Les 2 dernières sessions auront lieu en décembre prochain. Un nouveau label à présent qui a été présenté cette semaine, un label environnemental pour participer à la fois à l'attrait touristique des zones naturelles qui valent le détour, mais également à leur protection. Espaces naturels sensibles concernent collectivités et propriétaires privés de sites naturels. À partir du moment où ces derniers peuvent justifier d'un ensemble d'espèces ou d'habitats naturels rares ou menacés, ils peuvent prétendre à un accompagnement, notamment financier. C'était important. Le département en fait développe depuis 1975 une politique en faveur des espaces naturels sensibles en acquérant, en devenant propriétaire d'un certain nombre de sites. Et en Vendée, on a de très nombreux réservoirs de biodiversité qui sont aujourd'hui propriété privée ou propriété des communes. Eh bien, nous souhaitons accompagner les territoires qui veulent préserver ces réservoirs de biodiversité avec cette labellisation départementale. Donc c'était important pour le département d'avoir sa propre politique, mais aussi d'encourager les territoires ou les propriétaires privés à s'engager dans des politiques de préservation. Du sport avec la prochaine édition du Vendée Globe qui a été cette semaine en quelque sorte officialisée avec la présentation de l'avis de course. Les organisateurs en ont profité pour détailler le nouveau règlement. Les modalités se durcissent un peu pour pouvoir prétendre au départ. Et l'idée, c'est notamment de renforcer la sécurité des marins lorsqu'ils sont en pleine mer. On va demander à chaque skipper de pouvoir démontrer avec son bateau qu'il est capable de réaliser de belles courses. Donc il faudra impérativement qu'il ait fait une course dans la Globe Series en quelque sorte, qualificative avant 2023 et une autre pour 2024 et il faudra que sur ces 2 départs que le skipper aura pris, qu'il puisse en plus arriver dans un temps qui soit inférieur à le temps plus 50% du premier. C'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir des skippers qui soient de très haut niveau pour cette course mythique de très haut niveau. Et donc 40 places sont ouvertes pour le départ du Vendée Globe 2024. S'il y a plus de prétendants qui parviennent à se qualifier, eh bien la priorité sera donnée aux 13 premiers bateaux neufs. Un appel à présent lancé mercredi à destination des 9-14 ans de Notre-Dame-de-Mont et ses alentours. L'association L'Outil en main y ouvre une antenne début novembre. Ce sera juste après les vacances scolaires. Des ateliers hebdomadaires pour s'essayer à l'électricité, la couture, la chaudronnerie ou encore le dessin en bâtiment grâce à l'encadrement de retraités passionnés. Les informations seront à trouver sur loutilenmain.fr. Et puis quelques images pour terminer, pour vous rappeler que ce week-end, eh bien sur l'île de Noirmoutier, il y avait la fête. Et oui, grande célébration des 50 ans du pont. Vous voyez ici les images des préparatifs. Était prévue, eh bien, côté île, du côté de la Pointe de la Fosse, notamment une exposition qui allait retracer l'historique de ce pont, une expo en plein air, ainsi qu'une kermesse qui était proposée
par la compagnie La Machine qui était donc en train d'installer. C'est la fin de cet hebdo. Merci de votre fidélité. Le prochain rendez-vous avec l'actu, ce sera lundi dès 7h dans la matinale en direct avec Alexandre Debré. D'ici là, je vous souhaite à tous une très bonne fin de semaine et nous on se retrouve lundi à 12h30 pour le prochain journal d'actualité en Vendée. Bon week-end.